Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale préparé par les équipes de TV78. Nous sommes le lundi 11 octobre, voici les titres de cette édition. Retour sur l'élection municipale partielle à Trappes. Ali Rabet a été réélu maire de la ville au premier tour ce dimanche. Le candidat Génération.S a obtenu 58% des voix. L'Union républicaine menée par Othman Nasrou s'est inclinée avec 34% des suffrages. Et comme chaque année, le mois d'octobre a revêtu son ruban rose. L'annuelle campagne de lutte contre le cancer du sein revient pour une 28e édition. De nombreux événements sont organisés dans les Yvelines au programme marches, conférences ou encore stand pour sensibiliser. Et puis découverte du réseau d'écoles Espérance Banlieue, 17 structures en France destinées aux élèves décrocheurs de la primaire au collège. Nous vous emmenons au cœur de l'établissement de Sartrouville. Éric Mestralet, fondateur délégué du réseau Espérance Banlieue, sera avec nous ce soir. Et puis samedi, une quinzaine de militants de Greenpeace France se sont rassemblés derrière la préfecture de Versailles. Sur place, un stand pour échanger. Objectif, sensibiliser les citoyens à la crise climatique, notamment l'impact de l'utilisation des énergies fossiles en termes de pollution. Ils dénonçaient l'influence de Total Energy, compagnie pétrolière française, dans ce domaine. Une pétition a été lancée le 4 octobre pour interdire le mécénat et la publicité pour les combustibles fossiles. Près de 55 000 signatures ont été récoltés. L'élection municipale partielle à Trappes a rendu son verdict dès le premier tour. Ce dimanche 10 octobre, la liste d'Ali Rabet est arrivée en tête avec 58% des voix. Une victoire pour le maire élu en 2020 avant de voir son élection annulée par le Conseil d'État. Son principal opposant, Othman Nasrou, à la tête d'une union républicaine pour Trappes, a recueilli 34% des suffrages. Le reportage de Nicolas Dandry et Célia Gatsongo. La liste La Gauche Unie pour que Trappes respire, menée par Ali Rabet, vient de remporter l'élection municipale partielle. Il a obtenu 58% des suffrages des trappistes. La confiance exprimée par les trappistes est remarquable. Une victoire dès le premier tour face à un front incohérent, certes, mais qui a été assez virulent. Une campagne qui a été violente, dont j'ai été la cible de calomnies, de diffamations, d'injures répétées. À l'origine de ce scrutin partiel, l'annulation des résultats de l'élection municipale du 28 juin 2020 avec la victoire d'Ali Rabet. Son adversaire, Othman Nasrou, avait fait un recours devant le tribunal administratif. Pour ce nouveau scrutin, il s'est présenté autour d'un large rassemblement républicain avec Moustapha Larbaoui et l'ancien maire socialiste Guy Malandin. Le candidat de l'Union républicaine pour Trappes a recueilli 34% des voix. Il a réagi par voie de communiqué. Ce soir, les trappistes ont choisi de réélire Ali Rabet. Nous n'avons visiblement pas réussi à convaincre qu'une alternative républicaine était possible, ni à bien expliquer le double jeu d'Ali Rabet ou le danger des méthodes qu'il utilise. Nous en prenons acte. La liste Trappes à gauche de Luc Miseré a rassemblé 5% des suffrages, une déception pour le candidat déjà penché sur son rôle dans l'opposition. On a beaucoup insisté par exemple sur le thème de l'éducation, sur le fait qu'il fallait plus de qualité, plus de diversité des propositions pour les enfants. On continuera à défendre cela. Dernière liste de ce scrutin, lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs avec Patrick Planck en tête de liste. Pour lui, le combat est déjà ailleurs. Quand on est travailleur, quand on est ouvrier, on n'a jamais rien obtenu par les élections. C'est toujours par nos luttes collectives et c'est ça qu'on va défendre dans ces élections. C'est ça qu'on a défendu et qu'on continuera à défendre. Pour cette élection partielle, le taux de participation atteint les 41%, un chiffre supérieur au premier tour de 2020 avec 34% des votants. À l'occasion d'Octobre Rose, un mois pour parler du dépistage du cancer du sein, la ville de Poissy se mobilise. Elle propose plusieurs actions de sensibilisation. Implantée dans la ville, la maison Les Trois Arches est un centre d'accompagnement des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. Aujourd'hui, elle a ouvert ses portes pour proposer des stands d'information et des conférences. Un reportage de Céline Charles. Ouvert en mai dernier dans le cadre du plan cancer de Poissy, la maison Les Trois Arches accueillait aujourd'hui du public pour sensibiliser et informer contre le cancer. C'est une maison qui est dédiée aux patients atteints de cancer et aussi aux proches aidants. C'est une maison qui propose des soins de support. Alors c'est pas une maison médicale, c'est une maison, on va dire, qui permet d'avoir des ateliers, notamment de socio-esthétique, ateliers psychologiques, ateliers de sophrologie, ateliers alimentation aussi, réinsertion professionnelle aussi. Au programme, stand d'information avec des psychologues, des travailleurs sociaux, des associations ou encore des diététiciens.
Nous, au 3R, c'est vrai qu'on parle plutôt de soutien psychologique. C'est vraiment, si à une étape de leur parcours, le patient, la patiente ressent le besoin vraiment d'échanger, d'avoir ces temps d'échange pour eux, où ils se remettent au centre aussi, et pas juste sur un versant de soins ou médical. Et puis l'intérêt aussi de ce dispositif, ce qu'on entend beaucoup par rapport aux personnes qui fréquentent les Trois Arches, c'est l'envie aussi de rencontrer d'autres personnes. C'est un lieu centralisé où ils peuvent venir, où ils peuvent se sentir entendus, compris, et où ils ne sont pas forcément dans l'hospitalier. L'occasion de rappeler aussi en pleine campagne Octobre Rose l'importance du dépistage du cancer du sein. Octobre Rose, c'est un mois de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. L'idée, c'est de rappeler que c'est important de se faire dépister le plus tôt possible pour essayer de traiter le mieux possible la maladie. On a beaucoup d'activités. On a eu des marches, on a donc des flash mobs, on a des conférences. Enfin, il y a tout un tas d'activités qui sont là pour rappeler ce mois qui est un mois indispensable au dépistage du cancer du sein. D'autres actions sont prévues au cours du mois à Poissy, dont des stands d'information et des espaces d'échange les 12, 21 et 29 octobre prochains. Et toujours dans le cadre d'Octobre Rose, jeudi 14 octobre, une marche sera organisée à Rambouillet par la Ligue contre le cancer et l'association J-Marche Rambouillet. Un événement en collaboration avec le Centre régional de coordination de dépistage des cancers, le centre hospitalier et la mairie de Rambouillet. Les détails dans cette interview express de Michel Poulain, délégué de la Ligue contre le cancer de Rambouillet, au micro de Célia Gatsongo. D'abord, il faut savoir qu'au niveau international, le mois d'octobre, c'est un mois de campagne de sensibilisation du public au dépistage précoce du cancer du sein. Donc, en France, nous avons Octobre Rose, qui a été créé en 1994 et nous sommes dans la 28e campagne. Il s'agit d'une marche qui sera organisée l'après-midi avec un rassemblement à 13h40 devant la mairie, sur la place de la mairie. Il y aura 4 circuits plus ou moins longs. Ça sera au maximum 7,5 km. Et les marcheurs seront encadrés par les animateurs de l'association AGMR. Donc, il y aura des personnes pour encadrer les marcheurs. Le retour est prévu entre 15h et 16h30, suivant évidemment les longueurs des circuits. Il y aura 2 médecins gynécos qui seront là pour répondre aux questions des femmes et des personnes qui souhaitent avoir des informations. Aux Essarts-le-Roi, le 15 octobre, il y a une marche intergénérationnelle. Et le 17 octobre, toujours aux Essarts-le-Roi, une balade rose à vélo avec une tombola organisée chez les commerçants des Essarts-le-Roi. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du réseau Espérance Banlieue, 17 écoles partout en France destinées aux élèves des quartiers prioritaires. Pour en parler avec nous ce soir, Éric Mestralet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur délégué du réseau Espérance Banlieue. Tout à fait, oui. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter ce réseau, pardon ? Alors, la première école a été créée il y a 10 ans, donc c'est un réseau jeune, voilà, avec 17 écoles, des écoles qui vont de la maternelle jusqu'à la 3e. Il y en a 3 dans les Yvelines, et c'est des écoles qui se veulent, qui ont quelques caractéristiques majeures. C'est d'abord des petits effectifs en classe et au total. Dans toute l'école, il y a maximum 150 élèves. Voilà, c'est extrêmement important parce que ça permet de créer de la proximité et une connaissance mutuelle entre les enfants, les parents et le corps enseignant, qui est dédié totalement à faire en sorte que ces enfants puissent se déployer leur talent, parce que chaque enfant a un talent, on le sait bien. Vous l'avez dit, il y a 3 écoles donc, dans les Yvelines, parmi elles celle de Sartrouville. Donc on a été là-bas, sa raison d'être c'était d'accueillir, donc, comme vous l'avez dit, des jeunes du CP au collège en décrochage scolaire, ou en tout cas en prévention de ce phénomène. Oui, pas forcément en décrochage scolaire, c'est des enfants qui ont vraiment besoin d'un environnement particulier, et surtout des parents qui souhaitent qu'il y ait un environnement particulier pour qu'ils puissent se déployer. S'épanouir, super. Eh bien écoutez, Nicolas Dandry s'est rendu sur place, donc c'était au cours Charles Péguy à Sartrouville, regardez. Il est 16h15, c'est la fin des classes au cours Charles Péguy de Sartrouville. C'est l'heure des services, ranger la cour, faire la vaisselle, nettoyer les vitres. Les 79 élèves de l'école sont répartis dans des équipes interniveaux.
Chacune sa tâche. Pour l'équipe de Stacy, c'est le nettoyage des tables et des chaises de l'école. Quand on fait un service, il faut être toujours ensemble et non à droite ou à gauche. Créée en 2016, cette école fait partie du réseau Espérance Banlieue. Elle compte 7 classes du CP à la 5e. Marie-Pierre Collet est enseignante depuis 30 ans, arrivée dans le réseau il y a 4 ans. Elle enseigne aujourd'hui à une classe de CM2. En REP, j'avais 24, 25 élèves. C'est comme si là, je les avais tout le temps en demi-groupe. Donc on peut se permettre quand même beaucoup plus de manipulation, en sciences notamment, et d'ailleurs dans toutes les autres matières, en maths. Enfin voilà, on n'hésite pas à sortir du matériel pour travailler concrètement. Cet établissement destiné aux élèves décrocheurs du primaire au collège, c'est la possibilité pour ces jeunes de développer aussi un sentiment d'appartenance. Des équipes au nom de personnalités historiques, un uniforme commun à tous et l'hymne national entonné chaque lundi matin en levant le drapeau national. J'aime bien qu'il y ait des uniformes et j'aime bien aussi qu'on s'assemble tous les matins qu'on s'assemble le lundi pour chanter l'hymne national. Quand on travaille bien, on reste calme, sage, on pourra l'avoir. Alors l'uniforme, c'est un vêtement effectivement que les enfants méritent. Lorsqu'ils arrivent à l'école, ils sont civils, entre guillemets. Et de par leur attitude en classe et à l'extérieur de la classe, ils montrent qu'ils ont acquis et qu'ils mettent en pratique les 5 règles d'or qui sont être joyeux, penser aux autres, être propre et ordonné, être vrai, et bien travailler, être curieux. Et ce soir-là, la cérémonie des avis a permis de récompenser 2 élèves. Nous avons pu vous voir progresser de jour en jour depuis le début que vous êtes ici. Est-ce que vous vous engagez par cette prise d'uniforme à respecter les 5 règles d'or? Eh bien, avec une grande joie, je vous le donne. Donc vous n'aurez plus qu'à découdre vos écussons pour les remettre sur votre pull. Merci. Avant de conclure la journée sur le traditionnel cri de guerre du cours Charles Péguy de Sartrouville. En l'honneur de Laïna et de Jima, cours Charles Péguy. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes accompagnés d'Éric Mestralet, donc le fondateur délégué de réseau Espérance Banlieue. En quoi, Monsieur Mestralet, en quoi ces écoles diffèrent des établissements de l'éducation nationale? Alors j'ai évoqué les petits effectifs, à la fois en classe et dans l'ensemble de l'établissement. Dans ces établissements, il y a un corps professoral d'une dizaine de personnes, et chaque adulte connaît tous les enfants, même s'ils ne les ont pas en classe. Et l'enjeu, c'est que chaque adulte soit en mesure d'identifier ce qu'un enfant a pu faire de bien, et ouais, même si ce n'est pas dans le domaine scolaire, voilà, puisque les adultes sont présents toute la journée, au moment de la récréation, au moment des services, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc, si on voit un enfant qui a un talent, même s'il n'est pas scolaire, on va l'encourager, lui donner, ça lui permet de prendre confiance en lui, voilà, et ensuite, après, de dépanner d'autres talents qu'il peut avoir, qui sont peut-être quelquefois un peu enfouis. Voilà. Mais il y en a, chaque personne a plein de talents, et ce qu'il faut, c'est leur donner cette capacité à prendre confiance en eux et à les développer, voilà, tout simplement. Et il faut commencer petit pas par petit pas. Quelquefois, on voit un enfant très renfermé qui arrive. Ça me permet de revenir sur la qualification que vous avez faite de l'école comme étant que pour des enfants décrocheurs. C'est pas forcément le cas. C'est plutôt des enfants qui peuvent avoir des difficultés, ou qui peuvent être en souffrance, qui ne sont pas forcément de mauvais à l'école, mais ils ont besoin d'un environnement plus particulier, et surtout, ils ont besoin, et c'est à la demande des parents, l'alliance avec les parents est extrêmement présente, de pouvoir construire quelque chose. Voilà. Et c'est bien avec les parents que nous construisons, puisque, comme on l'a dit, il y a une dimension éducative, mais bien évidemment, c'est d'abord une école, il y a une dimension académique. Voilà, et il y a une dimension connaissance et amour de la France, voilà, qui est extrêmement important pour ces gens qui se sentent un peu exclus souvent, qui ont un sentiment d'être un peu ghettoisés, pardon. Voilà, et donc l'idée c'est, voilà, on a la possibilité tous d'être français, de comprendre les codes, et donc et tout le monde peut participer à l'avenir de la France, et c'est dans cette école-là, un peu peut-être comme l'école de la Troisième République, voilà, qu'on rencontre et qu'on se donne cette possibilité. Donc selon vous, c'est important finalement de les faire s'investir au-delà de l'aspect pédagogique pour qu'ils s'épanouissent. Oui, parce que le talent qu'ils peuvent avoir n'est pas forcément premier dans le domaine académique. Voilà, et donc ça peut être un très bon camarade, ça peut être quelqu'un de généreux, ça peut être quelqu'un qui a une intelligence du cœur, une intelligence des situations. Voilà, on sait bien que chaque être a de multiples formes d'intelligence. Voilà, et l'intelligence scolaire, quelquefois, elle met plus de temps à se révéler.
On dit souvent quelquefois que les garçons, d'ailleurs, peinent un petit peu à la révéler. En tout cas, que les filles sont généralement meilleures plus vite dans le domaine scolaire. Donc l'idée, c'est j'ai une personne en face de moi avec plein de dimensions. C'est vraiment important à prendre en compte, c'est qu'il y a une intelligence, mais il y a aussi une sensibilité, il y a des émotions, il y a un physique qui change d'ailleurs beaucoup au moment de l'adolescence. C'est un moment qui est particulier, qu'il faut vraiment accompagner. On reconnaît dans nos écoles d'ailleurs aussi le fait que chaque enfant et les familles sont très sensibles à ça. Il y a une dimension de transcendance, que l'on respecte. Mais on n'en parle à l'école qu'avec les armes de l'école. Donc c'est quelque chose, on est bien un statut aconfessionnel, mais qui permet que ce sujet-là ne soit pas tabou. Et je pense que les gens sont très très contents de cela. Et donc là, ce sont des classes interniveaux. Pourquoi ce choix finalement ? Non, les classes sont des classes par niveau normal. Et il y a des équipes interniveaux. Donc c'est toute la dimension pédagogique, éducative qui est traitée de cette manière-là, et qui réunit les enfants avec des grands, des moyens et des plus petits, telle manière à développer une forme d'entraide, de responsabiliser les plus grands, un peu comme le scoutisme. Je ne sais pas si vous connaissez cette pédagogie qui a plus de 100 ans maintenant, lancée par Baden-Powell, qui a fait ses preuves, et donc on a pris des bribes de cette pédagogie pour pouvoir pour les mettre dans le projet pédagogique de l'école et faire en sorte que ça puisse permettre aux enfants de grandir aussi sur ces dimensions-là, les responsabiliser vis-à-vis des autres, la notion de fraternité, donc une valeur auquel on tient beaucoup. Il faut que ce soit une fraternité vécue au quotidien et même avec des gens différents qu'on n'a pas choisis. Parce que c'est là où l'école est vraiment la première société, le premier endroit où on fréquente des gens que l'on ne choisit pas. Et c'est comme la vie ne sera que des rencontres avec de l'altérité. Si on ne s'y habitue pas jeune, ça sera difficile et ça sera de la méfiance, de la défiance et souvent de la violence. C'est ce qu'on veut essayer de déminer dès le début de la vie de ces jeunes et avec leurs parents. Donc ça se fait en grande transparence. C'est noté. Écoutez, merci beaucoup. On le rappelle, donc il y a 3 écoles dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie, Sartrouville et Poissy qui vient d'être inaugurée ce vendredi. Vendredi dernier, Poissy a été inaugurée. Ça faisait 1 an qu'elle existait. On a eu une belle inauguration. Et puis à Mantes-la-Jolie, vous pouvez venir voir ces écoles parce qu'elles sont ouvertes. Donc on sera très content de vous accueillir. Eh bien écoutez, c'est noté. Merci beaucoup. Éric Mestralet, fondateur délégué, je le rappelle, du réseau Espérance Banlieue. Merci beaucoup, madame. Le 23 octobre prochain, la ressourcerie de Guyancourt accueillera ses premiers clients. Les équipes finalisent leur installation ce samedi. Elles recevaient notamment les personnes intéressées pour donner de leur temps de manière bénévole. Mélanie Poquet était sur place, regardez. 450 m² de trouvailles à petit prix. Dans cette ressourcerie, on pourra trouver de tout pour s'habiller et équiper sa maison. L'association Ressourcez-vous s'installe à Guyancourt, la commune mettant les locaux à disposition. Elle a pour objectif de récupérer les objets que les gens ne souhaitent plus garder, ou aussi les entreprises, ou encore les collectivités. Donc elle fait de la récupération aussi auprès de partenaires divers et variés. Et ensuite, elle a pour objectif de les réemployer, ou de les réutiliser en tout cas, ou si elle ne peut pas, de les recycler vers les bonnes filières de recyclage. Des ateliers de sensibilisation et de réparation seront aussi proposés. 5 à 8 salariés de l'association et en insertion, un service civique et des bénévoles seront aussi présents sur site. Les premiers volontaires étaient reçus ce samedi pour se voir présenter la structure et ses missions. Quelque chose qui me tenait à cœur et puis j'ai été élevée aussi dans cette, éducation où il ne fallait pas jeter dans la mesure où on peut donner et puis aider. On essaye de faire pour nos petits-enfants, nos enfants et je pense que dans les mentalités, il y a des choses qui changent également. Je suis intéressée par le concept de la ressourcerie, le réemploi et c'est vrai que l'aspect social en plus m'intéresse. Donc voilà, c'était une première comme bénévolat. Un intérêt certain pour la notion de réutilisation des biens et aussi proposer éventuellement mes services dans le cadre de la réparation de certains biens et de la remise en état. Si un système de dépôt pourra être mis en place d'ici 3 à 6 mois, la logistique actuelle de la ressourcerie ne permet pour le moment pas d'apporter des dons. Ouverture des portes au public le 23 octobre prochain.
Et avant de conclure cette édition, une disparition, celle d'Abolhassan Bani Sadr, premier président de la République islamique d'Iran. Vous le voyez sur ces images de nos confrères d'Yveline Première qu'il avait rencontré dans sa résidence protégée à Versailles en 2012. Après la révolution de 1979, intime de l'ayatollah Khomeini, il est élu président de la République islamique d'Iran en 1980, destitué 17 mois plus tard et contraint à l'exil à cause de ses positions démocratiques. Il arrive en France et obtient l'asile politique en 1980. Il s'installe dans une résidence sous protection policière à Versailles, dans laquelle il résidera jusqu'à sa disparition ce samedi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris à l'âge de 88 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mickaël Elmidoro à la présentation de votre magazine sportif. Très bonne soirée à tous sur TV78.